Salut tout le monde, c'est Anto et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première analyse de deck sur la chaîne des cartes sur table, avec un petit deck Anakin Vigilance et pas n'importe quel deck, parce qu'il s'agit de celui du gagnant du Planetary Qualifier d'Abbeville de la semaine dernière. Planetary d'ailleurs auquel plusieurs membres des cartes sur table étaient présents. J'étais évidemment présent, mais il y avait également Sabak qui était là, ainsi que le duo Nikoko et Mathieu qui vous ont d'ailleurs présenté les top 8 en live, mais également vous pouvez les retrouver sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous verrez notamment deux duels de cet Anakin Vigilance en quart de finale et en finale. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous ne l'avez pas encore vu. Pour la préparation de cette vidéo, j'ai eu la chance justement de pouvoir discuter un petit peu avec le joueur de ce deck qui a pu m'expliquer comment il a construit ce deck, comment il l'a pensé et comment il l'a joué également. J'ai pu également avoir un petit détail des différents matchs qu'il a pu effectuer autant pendant les phases de qualification en ronde suisse que pendant les top 8. Donc je vais revenir en détail sur tous ces aspects-là avec vous. Et on se lance tout de suite après le générique, c'est parti! Ok, alors allons-y, on va commencer par parler très rapidement du leader et de la base. La base tout d'abord, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une base bleue, vigilance, donc à 30 points de vie. 30 points de vie, c'est pas du luxe dans la méta actuelle qui est quand même très orientée vers l'aggro et l'aggro tempo avec beaucoup de Sabine, beaucoup de Queenlan, de Cat Bane, de Django qui vont essayer de frapper assez rapidement la base de l'adversaire. Donc 30 points de vie, ça reste très intéressant justement pour faire justement ce petit écart de points de vie qui peut manquer en fin de partie. Et ensuite le leader, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, son effet en tant que leader, c'est de pouvoir donc l'incliner, attaquer avec une de vos unités et faire une attaque à plus 2 contre une unité de l'adversaire. Donc vous ne pouvez pas attaquer la base avec cet effet, mais vous pouvez attaquer à plus 2 d'attaque contre une unité de l'adversaire. Petite contrepartie cependant, si vous activez cet effet, vous devez infliger vous-même 2 dégâts à votre base. Alors vous allez voir que ces 2 dégâts à la base vont avoir un impact positif pour votre leader lorsqu'il se déploiera. J'y viens tout de suite justement, donc Anakin lorsqu'il est déployé en tant que leader unité cette fois, et qu'il est sur le terrain, donc elle gagne, cette unité qui gagne plus 1 d'attaque pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. Donc imaginons vous avez 13 dégâts sur votre base par exemple, ça veut dire qu'il y a 2 groupes de 5 dégâts sur votre base plus 3, mais les 3 on les prend pas en compte. Ça veut dire qu'Anakin dans ce cas là va attaquer à plus 2 d'attaque, parce qu'il y a 2 groupes de 5 dégâts sur votre base, donc d'attaquer à 6 et en plus de profiter d'un débordement. Donc c'est un deck assez particulier parce que quand Anakin n'est pas déployé, il va permettre de faire un très bon contrôle du terrain, quitte à se prendre quelques petits dégâts sur la base, mais c'est pas très grave dans la plupart des cas. Mais en tout cas, de faciliter justement les trades positifs en utilisant cet effet du leader. Tandis que Anakin, une fois qu'il est déployé, devient beaucoup plus agressif, notamment grâce à son effet de débordement qui permet de faire des trades positifs tout en infligeant des dégâts à la base. Et si vous avez déjà plusieurs dégâts sur votre base, de pouvoir mettre des énormes frappes dans l'adversaire, que ce soit dans ses unités ou dans sa base directement. Donc c'est un deck qui va à la fois jouer sur le contrôle et à la fois sur l'agressivité quand il y en a besoin. Donc c'est vraiment un leader très intéressant. C'est étonnant qu'on ne le voit pas plus dans les top 8 des Planetary pour le moment. Alors de mémoire, il y a cet Anakin-ci qui a gagné un Planetary, donc forcément vu que je vous le présente, mais également un Anakin commandement, donc vert, qui a gagné un autre Planetary, je ne sais plus où. Mais donc c'est quand même un leader qui est capable d'aller jusqu'en finale et de la gagner, mais malgré tout quand on regarde les top 8, il est assez peu représenté finalement en termes de quantité, en termes de nombre d'Anakin. Et on se retrouve tout de suite avec les unités du tour 1, donc les unités qui va jouer au premier tour, et comme vous pouvez le voir sur cette image, elles sont très variées et très nombreuses. Ce joueur aime bien justement avoir au minimum 12 unités de tour 1 dans son deck, donc c'est pour ça qu'il y a certaines unités notamment qui sont qu'en un exemplaire, le but étant de combler
justement ce petit manque d'unités qu'il pourrait avoir au premier tour. L'autre raison pour laquelle certaines de ces unités ne sont qu'en un exemplaire, c'est que le joueur m'a expliqué justement que son deck à cet instant-là, pendant le Planetary, était encore en phase de test et de construction. Donc ce n'est pas une version totalement définitive, il a certainement beaucoup retravaillé depuis. Ça ne l'a pas empêché de gagner avec, mais voilà. Et c'est pour cette raison que certaines unités ne sont qu'en un exemplaire aussi, pour pouvoir justement les tester pendant le Planetary et voir si ça fonctionne ou pas. Il m'a déjà confié avoir certains avis, certains changements qu'il prévoyait de faire justement. Je vais commencer tout de suite par parler de la première, qui est R2D2. R2 qui est très très intéressante dans la méta actuelle, parce que la méta actuelle joue énormément Queenlan. Et donc Queenlan, pour rappel, c'est un leader qui va, lorsqu'il joue une unité, pouvoir infliger un petit dégât à une unité de l'adversaire dont le coût est égal à l'unité qu'il vient de jouer. Étant donné que Queenlan va souvent jouer des unités qui coûtent 2, et ben le petit R2 va souvent pouvoir passer sous les radars et ne pas se prendre ce petit ping, et évidemment, vu que Queenlan est souvent joué avec Tarkington, pouvoir survivre sur le terrain au premier tour, et ne pas être éliminé directement par le ping plus Tarkington qui viendrait l'achever. L'autre intérêt de R2, ce sont ses 4 points de vie. Tout simplement parce que R2 va pouvoir faire des trades positifs face aux premières unités de l'adversaire sans mourir. Imaginons votre adversaire joue Sabine. Très régulièrement, Sabine va jouer l'infanterie de marine au premier tour, qui est une unité qui a 3 d'attaque et 3 points de vie. Et bien, en utilisant l'effet d'Anarkin, R2 va pouvoir aller détruire l'infanterie de marine, mais survivre parce qu'il a 4 points de vie et non pas 3. Donc c'est vraiment l'intérêt de R2. En plus de ça, son effet une fois joué et en attaque est intéressant parce qu'il vous permet de regarder la première carte de votre deck et soit de l'y laisser si vous voulez la piocher au prochain tour, soit de la mettre en dessous du deck. Ce qui peut vraiment être intéressant justement pour filtrer votre deck et anticiper un petit peu votre prochaine main. Donc c'est une très bonne unité pour ce deck. Ensuite il jouait 2 Quill. Alors je dis bien il jouait parce qu'a priori ce sont des cartes qu'il a retirées. Alors personnellement c'est une carte que j'aime énormément, Quill, parce que elle a un effet de pioche qui fonctionne très régulièrement. En tout cas si votre deck est bien équilibré en termes de couleurs, dans ce cas-ci imaginons moitié rouge, moitié bleu, quand Quill attaque, vous pouvez regarder, défausser la première carte de votre deck, et si elle partage la même couleur que votre base, c'est-à-dire bleu dans ce cas-ci, vous pouvez la piocher. Et vu qu'il y a énormément de cartes bleues dans le deck, vous allez souvent pouvoir piocher en attaquant avec Quill. En plus de ça, Quill a une petite récupération 1, donc la possibilité de soigner un petit dégât sur votre base, ce qui reste très intéressant, notamment quand vous attaquez avec Quill en utilisant l'effet d'Anakin, qui vous force donc à mettre 2 dégâts sur votre base. Ici, un des 2 dégâts va être directement soigné par l'attaque de Quill. Ce qui vous permettra notamment de faire des attaques à 4 dégâts en utilisant Quill. Par exemple, imaginons, je reviens avec l'exemple de Sabine. Sabine a joué un K2 SO sur son terrain qui a 4 points de vie. Quill plus l'effet d'Anakin va vous permettre d'aller tuer directement K2 SO par exemple. Le désavantage par rapport à R2, c'est que Quill n'a que 3 points de vie, et donc très souvent Quill va mourir face à l'adversaire qu'il va attaquer, contrairement à R2 qui va avoir tendance à survivre un peu plus. Je parlais également de Queenlan, de l'effet du leader Queenlan. Ici Quill coûte 2, donc souvent Quill va se prendre un petit dégât du leader Queenlan lorsque votre adversaire jouera sa première unité. Donc de l'aveu du joueur de ce deck Anakin, il aurait tendance plutôt à jouer 3 R2 et à retirer les Quill. Voilà, ça c'est une question de point de vue. Personnellement je préfère Quill, mais voilà. L'important c'est aussi le feeling que vous avez avec les cartes et ce que vous préférez jouer tout simplement. Les deux ont des intérêts et des inconvénients. Ensuite Sabine, par contre là je pense que tout le monde va être d'accord, c'est une carte indispensable au deck, c'est un des meilleurs tours 1 du jeu parce qu'elle va pouvoir, quand elle attaque, elle a une attaque de 2, mais en plus si elle attaque une autre unité, elle va pouvoir faire un petit dégât supplémentaire avant de résoudre l'attaque. Donc imaginons que l'unité adverse que vous attaquez n'a plus qu'un point de vie, ça veut dire que vous allez pouvoir faire un petit ping qui achèvera l'unité adverse et ne même pas vous prendre de dégâts sur votre Sabine ensuite quand vous allez compléter l'attaque. L'autre intérêt c'est que Sabine peut également, si besoin, mettre ce petit dégât supplémentaire sur la base directement si ce n'est pas nécessaire pour vous de mettre 3 dégâts sur l'unité adverse que vous attaquez. Et évidemment on en vient au combo avec le leader Anakin.
Anakin, s'il utilise son effet sur Sabine, ça veut dire que votre Sabine est capable de faire une attaque à 5. Pour une unité qui coûte à peine 2 ressources, c'est une attaque monumentale qui va pouvoir tuer énormément d'unités de l'adversaire, qui va pouvoir achever également énormément d'unités ou de leaders qui ont déjà été endommagés. Vous pouvez carrément faire un one-shot sur un leader Sabine avec votre unité Sabine grâce à l'effet d'Anakin. Donc Sabine, c'est une indispensable dans le deck, c'est extrêmement fort, il faut absolument la jouer. Ensuite, vous avez le gouverneur régional. Alors le gouverneur régional, c'est une carte qui peut être extrêmement fort dans le deck pour 2 raisons, mais qui par contre va nécessiter d'être un bon joueur qui a une très très bonne connaissance du jeu, parce que c'est une carte, lorsque vous la jouez, vous devez nommer une carte, et tant que le gouverneur régional reste sur le terrain, votre adversaire n'a pas le droit de jouer une carte qui porte le même nom. Donc forcément, si vous êtes un joueur débutant, vous n'allez pas forcément savoir anticiper quelles sont les cartes que votre adversaire va jouer, et à ce moment-là, le gouverneur régional risque d'être inutile pour vous, parce que voilà, vous allez être perdu, vous n'allez pas savoir quoi dire, qu'est-ce qui pourrait embêter votre adversaire. Par contre, si vous êtes un joueur aguerri, que vous avez l'habitude des différents match-up de la méta actuelle, vous pouvez très facilement bloquer, si vous jouez un gouverneur régional au premier tour, bloquer le premier tour de votre adversaire. Imaginez, vous avez l'initiative, vous jouez votre gouverneur régional, je reviens à mon exemple, vous affrontez un deck Sabine en face, vous dites infanterie de marine ou vous dites A-Wing de l'escadron vert, votre adversaire Sabine n'a que une de ces 2 cartes à jouer au tour 1 dans sa main, et bien son tour 1 est totalement bloqué, il ne peut pas jouer de cartes tout simplement, et vous prenez déjà de l'avance justement sur la partie. C'est également un effet qui est très utile contre les match-up un peu plus contrôle, sur les matchs qui vont durer un peu plus longtemps. Je vais prendre un autre exemple. Si vous jouez ça contre un deck hard control bleu infamie, donc bleu noir, imaginons que vous jouiez un gouverneur régional à 7 quand vous êtes à 7 ressources, mais ça va vous permettre de dire par exemple tir de super laser, et donc au tour suivant, quand votre adversaire aura 8 ressources de disponibles, il ne pourra pas jouer son tir de super laser, et donc votre terrain reste complètement protégé. Donc c'est une carte qu'il faut vraiment essayer d'utiliser, mais à partir du moment où vous connaissez bien le jeu et vous connaissez bien la méta. L'autre intérêt du gouverneur régional, c'est qu'il a les mêmes statistiques que R2D2, donc je ne vais pas réexpliquer, mais une unité qui a 1-4 avec l'effet d'Anakin reste très intéressant au premier tour pour faire des trades positifs tout en survivant sur le terrain. Ensuite, nous avons l'arc 170 restauré. En 3 exemplaires. L'arc 170 restauré, c'est un très bon vaisseau qui va pouvoir justement mettre de la pression sur le spatial, qui va pouvoir aller tuer par exemple des Lurking TIE Phantom, donc des vaisseaux qui ont généralement tendance à être difficiles à éliminer de par son effet, qui le protège de tous les dégâts causés par des effets, qui le protège des éliminations directes, qui le protège de la capture. Mais l'arc 170 restauré va pouvoir justement aller les tuer, en plus de se soigner, soigner votre base régulièrement avec sa récupération 1. Et évidemment, si vous l'utilisez avec, si vous attaquez avec l'effet d'Anakin, vous allez pouvoir tuer des vaisseaux qui ont des points de vie un peu plus conséquents. Je pense par exemple au Punishing One des decks Infamie rouge. Le Arc 170 restauré plus l'effet d'Anakin va pouvoir justement vous permettre de faire des trades assez intéressants. Même chose que pour Quill, comme je le disais tout à l'heure, si vous attaquez avec l'Arc 170 restauré en utilisant l'effet d'Anakin, un des 2 dégâts que vous mettez normalement sur votre base, vous l'annulez directement avec la récupération 1 de l'Arc 170. Donc c'est une très bonne carte à jouer dans le deck. Et enfin, le dernier tour 1 joué par ce joueur d'Anakin bleu, c'est un intercepteur d'Anakin qui est en un seul exemplaire. Pourquoi il est là en un seul exemplaire? C'est un très bon vaisseau avec évidemment le leader Anakin, c'est pas pour rien que c'est son intercepteur à lui, son effet fonctionne très bien avec l'effet d'Anakin. Donc son effet, pour rappel, c'est tant que votre base a au moins 15 dégâts sur elle, l'intercepteur d'Anakin a plus 2 points d'attaque. Donc forcément c'est une unité, un vaisseau qui fonctionne très bien avec le leader Anakin,
Malgré tout, il est dans ce deck en un seul exemplaire, tout simplement parce qu'il fallait combler un slot. Donc comme je vous le disais, le joueur aime bien jouer à au moins 12 unités en tour 1. Donc voilà, il fallait qu'il trouve une petite unité qui pouvait trouver intéressante, et voilà, à son sens il manquait peut-être d'unité spatiale, donc il a rajouté ce petit intercepteur d'Anakin. Maintenant c'est pas une indispensable dans le deck, vous pouvez tout à fait le remplacer pour mettre par exemple un troisième gouverneur régional ou quelque chose comme ça. Ça c'est à vous de voir, mais pourquoi pas, si vous aimez vraiment cette carte, pourquoi pas le jouer en x3 si vous voulez un deck Anakin qui est un peu plus porté sur l'agressivité. L'intercepteur d'Anakin peut être extrêmement fort, et en plus si vous combinez son effet passif avec l'action d'Anakin, vous pouvez potentiellement aller tuer des vaisseaux qui ont 6 points de vie plus loin dans la partie. Par exemple un Raider impitoyable, qui est une carte qu'on voit énormément dans la méta actuelle, qui est un vaisseau qui a 6 points de vie. L'intercepteur d'Anakin plus l'action d'Anakin vous permet d'aller le tuer, alors que c'est simplement un petit vaisseau qui coûte 2 ressources. Ok, je passe maintenant aux unités du tour 2, donc toutes les unités qui vont coûter 3 ressources. Vous avez tout d'abord 3 Yoda. Vieux maître, évidemment, c'est une excellente carte qui est jouée dans quasiment tous les decks vigilance blanc. Pourquoi c'est une très bonne carte? Parce qu'elle a des statistiques vraiment intéressantes en termes de points de vie. Donc elle va, avec ses 4 points de vie, survivre à énormément d'attaques de l'adversaire. Elle a une attaque un petit peu faible, seulement 2, mais si vous la combinez à nouveau avec l'action d'Anakin, elle peut potentiellement aller frapper à 4 unités de l'adversaire. Je reprends l'exemple de K2SO par exemple, qui ne survivrait pas justement à l'attaque de Yoda. Et en plus sa récupération 2 permet d'annuler directement les 2 dégâts que Anakin se fait sur sa base en activant son effet. Donc c'est très intéressant comme carte. Et en plus de ça, Yoda est un très bon moteur de pioche, parce que quand Yoda va mourir, vous allez pouvoir directement piocher une carte. Donc c'est un bon moyen de remplir votre main. Justement, je parle de ça, le deck est très orienté vers le card advantage, donc c'est-à-dire le fait d'avoir plus de cartes en main que votre adversaire. Et pour ce faire, il y aura énormément, on le verra plus tard, de solutions de défausse dans le deck de la main de l'adversaire. Donc le but, ça va être de limiter les cartes dans la main de l'adversaire, et au contraire de vous d'en piocher plus pour pouvoir avoir plus de possibilités que votre adversaire. Et Yoda est extrêmement intéressant pour piocher, mais également pour avoir une défausse intéressante de la main de l'adversaire, parce que c'est une unité force. J'y reviendrai tout à l'heure, mais un événement du deck est un indispensable justement dans le cas où vous jouez des unités force, et dans le cas où vous voulez jouer un deck défausse. Mais j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera des événements. Ensuite vous avez 3 Cassian Andor, unité très intéressante de par ses statistiques. À nouveau c'est une 3-5 pour 3, donc c'est une unité qui va pouvoir faire des trades positifs très facilement tout en restant sur le terrain avec ses 5 points de vie. En plus de ça, elle a un effet de contrebande, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir la jouer directement depuis vos ressources, non pas dans ce cas-ci pour 3 ressources mais pour 5. Mais par contre, contrepartie complètement à votre avantage, c'est que si vous la jouez en contrebande, vous allez pouvoir la jouer directement redressée et pouvoir donc tout de suite derrière attaquer une unité de l'adversaire. Et si vous la combinez avec l'effet d'Anakin, faire une attaque à 5 sur une unité adverse, vous pouvez achever facilement un leader adverse, vous pouvez facilement vous débarrasser d'une unité, même plus tard dans la partie, qui vous gêne. Donc c'est vraiment une solution assez intéressante qui va rester bien au chaud dans vos ressources la plupart du temps, mais qui est également intéressante à jouer tout simplement autour d'eux de par ses statistiques pures. Ensuite vous avez un petit package de sentinelles. Tout d'abord avec le protecteur du village. Protecteur du village, les village people comme j'aime les appeler, c'est une des meilleures sentinelles du jeu tout simplement. Elle n'a que 2 points de vie, mais par contre elle arrive sur le terrain avec un bouclier, ce qui fait que la plupart du temps, dans la majorité des cas, elle va pouvoir survivre à 2 assauts de votre adversaire, alors que la plupart des sentinelles vont survivre qu'à un seul assaut. Donc c'est une carte extrêmement intéressante à avoir sur votre terrain pour vous protéger. Vous avez ensuite l'intercepteur du Concord Down, qui va être une autre des meilleures sentinelles du jeu, mais cette fois-ci en spatial. 1-4, donc ces 4 points de vie vont vous permettre de survivre à énormément d'attaques, parce que beaucoup de vaisseaux de début de partie ne tapent qu'à 3 et pas à 4, donc vous allez pouvoir survivre généralement aux assauts de l'adversaire. Et en plus de ça, cette sentinelle a comme particularité d'avoir plus 2 d'attaque
lorsqu'elle se fait attaquer. Donc si un vaisseau de votre adversaire vous attaque, votre intercepteur va très souvent pouvoir le détruire avec 3 d'attaque. Bien entendu, c'est pas du tout une unité agressive avec c'est seulement son petit point d'attaque seul, ce n'est pas forcément intéressant, même si vous pouvez à nouveau utiliser l'effet d'Anakin pour aller faire des trades intéressants sur les vaisseaux adverses, mais dans la majorité des cas, vous n'allez tout simplement pas attaquer avec, sauf si il y a votre adversaire a déjà pris l'initiative et que vous pouvez vous permettre justement d'aller mettre un petit dégât à la base, mais la plupart du temps c'est une sentinelle qui va rester là et qui va gêner énormément votre adversaire. Et enfin vous avez Tech. Tech qui a des statistiques assez proches de celles de Cassian, 5 points de vie mais que 2 d'attaque par contre, donc à jouer toute seule comme ça au deuxième tour, ça reste intéressant. C'est pas incroyable mais ça reste intéressant, mais évidemment Tech n'est pas dans ce deck là pour être joué au deuxième tour, sauf si vous n'avez pas d'autre choix. Il est plutôt là pour vous offrir plus de possibilités en termes de card advantage, parce que c'est une unité lorsqu'elle est sur le terrain qui vous permet de jouer n'importe quelle ressource que vous possédez comme si c'était une ressource possédant le mot-clé contrebande, pour peu que vous payiez un coût supplémentaire de 2. Mais donc ça, si votre main commence à être limitée, que vous manquez de solution à un instant T, Tech peut être extrêmement intéressant à mettre sur le terrain pour pouvoir justement bénéficier de vos ressources et pouvoir les jouer. Tech est également une unité qui possède le mot-clé contrebande, donc vous pouvez sans problème lorsque vous piochez Tech le mettre en ressources et le sortir plus tard si nécessaire, ça ne pose absolument aucun problème. Donc Tech est très intéressant pour ça, c'est une des cartes que je préfère dans le deck. Personnellement je pense que je la jouerai peut-être en x2, mais ça c'est à vous de voir. De toute façon le joueur ici du Anakin a prévu le coup parce qu'il a mis un deuxième Tech en side en cas de besoin, donc voilà. C'est une très très bonne unité à jouer plus tard dans la partie lorsque vous commencez à manquer un peu de souffle et de solutions dans votre main. Je vais parler maintenant des unités de milieu de partie, à commencer par Kanan Jarrus qui est une autre unité force. Je vous disais tout à l'heure, les unités force ont énormément d'intérêt dans ce deck, combiné à un événement dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc c'est une nouvelle unité force qui vient s'ajouter à Yoda et à votre leader Anakin. Kanan qui a des statistiques très intéressantes avec 4 et 5, ce qui va lui permettre également de survivre à beaucoup d'assauts de l'adversaire grâce à ses 5 points de vie. En plus de ça, lorsque Kanan attaque, vous pouvez vous regardez d'abord le nombre d'unités spectres que vous avez sur le terrain, donc potentiellement Kanan et Sabine, donc 1 à 2 unités spectres, et lorsque vous attaquez avec Kanan, vous allez défausser une carte du deck de l'adversaire par unité spectre que vous avez sur votre terrain, donc une si vous avez juste Kanan et 2 si vous avez Kanan et Sabine, et vous regardez à ce moment-là le nombre d'affinités différentes qui se présentent sur cette ou ces cartes, et en fonction du nombre d'affinités différentes présentes sur ces cartes, vous soignez un dégât sur votre base. Donc imaginez que vous défaussez une carte, c'est une carte qui est à la fois rouge et à la fois noire, mais vous avez 2 affinités sur la carte de l'adversaire, ça vous permet de vous soigner 2 dégâts de votre base. Donc ça permet finalement de réduire à nouveau les dégâts que vous infligez vous-même à votre base en utilisant l'effet d'Anakin, donc ça reste extrêmement intéressant. Ensuite K2SO, K2SO qu'on ne présente plus, c'est une des meilleures cartes du jeu depuis le premier set. Une 4-4 pour 4 avec débordement qui, une fois éliminé, et ça c'est génial, vous avez le choix entre 2 effets à appliquer. Soit vous infligez 3 dégâts à la base de l'adversaire, donc si vous jouez face à un deck qui est plus contrôle et que vous voulez vraiment rapidement faire des dégâts à la base de l'adversaire, vous pouvez choisir cet effet là, mais l'effet qu'on va privilégier plutôt dans ce deck ci, c'est le deuxième effet qui est forcer votre adversaire à défausser une des cartes de sa main. C'est lui qui l'a choisi, petite précision, certains joueurs posent parfois la question, c'est l'adversaire qui choisit lui-même la carte qu'il défausse, donc évidemment ça aurait été plus intéressant à l'inverse, mais ça reste très très fort pour limiter les solutions que votre adversaire a, et si il a plus que 3 cartes en main qu'il avait gardé bien au chaud 2 cartes pour plus tard, ben vous allez le forcer potentiellement à défausser une des 2, donc K2SO, très intéressant. Personnellement, en jouant ce deck, j'aurais peut-être inversé les ratios entre Kanan et K2SO, donc retirer un Kanan pour mettre un K2SO de plus, parce que je trouve cet effet de défausse de K2SO vraiment extrêmement fort, mais voilà, ça c'est une question de goût. Petite astuce que je peux également vous donner avec K2SO, notamment si vous le jouez en x3, il m'arrive personnellement quand je le joue très régulièrement en toute fin de partie, s'il me manque que quelques dégâts
à faire sur la base de l'adversaire et que j'ai déjà un K2SO sur le terrain, il m'arrive très régulièrement de volontairement rejouer un K2SO pour détruire un de mes deux K2SO, activer son effet et mettre les 3 petits dégâts manquants sur la base de l'adversaire. C'est un coup que je fais vraiment régulièrement, c'est pour ça que j'aime bien avoir K2SO en x3 pour avoir la possibilité en fin de partie de faire ce coup là régulièrement. Ensuite vous avez une des meilleures légendaires du jeu, Podamron. Podamron, pourquoi c'est une des meilleures légendaires du jeu? Parce que pour seulement un coup de 5, elle a des stats de 6 d'attaque et 6 points de vie. C'est un char d'assaut pour uniquement une unité qui coûte 5. Elle a vraiment des stats exceptionnelles. Mais en plus, son effet en attaque est absolument formidable. C'est vraiment une caisse à outils qui vous permet de faire des tas de choses différentes. Donc lorsque vous attaquez avec Podamron, vous allez pouvoir défausser cette fois de votre main jusqu'à 3 cartes, donc entre 0 et 3 cartes. Et en fonction du nombre de cartes que vous allez défausser, vous allez pouvoir activer un ou plusieurs effets au choix parmi la liste listée sur la carte. Donc le premier effet, c'est d'infliger 2 dégâts soit à la base de l'adversaire, soit à une unité de l'adversaire. Et ce n'est pas forcément l'unité que vous êtes en train d'attaquer avec Podamron. Donc Podamron est très intéressant pour ça parce que vous allez potentiellement pouvoir tuer 2 unités en une seule attaque. Donc vous attaquez une unité avec Podamron à 6, vous allez très souvent la tuer. Et en plus faire 2 dégâts à une autre unité de l'adversaire pour potentiellement l'achever également. Ça vous permet également, si vous utilisez cet effet sur la même unité que celle que vous êtes en train d'attaquer, de faire une attaque à 8 par exemple pour tuer en un coup le leader Cat Bane par exemple qui a 8 points de vie. Donc Podamron est très fort pour ça. Autre effet possible, vous pouvez défausser également une carte pour éliminer une amélioration. C'est pas forcément l'effet que vous allez jouer le plus, mais dans certains match-ups ça peut être très intéressant, notamment si vous jouez face à un deck Bosque qui va mettre des primes sur vos unités. Vous allez pouvoir faire sauter des primes de vos unités assez facilement avec l'effet de Podamron. Vous pouvez également retirer un sabre d'une unité de l'adversaire qui devient gênant et un peu trop forte et un peu incontrôlable. Et grâce à l'effet de Podamron, vous allez pouvoir le faire. Et dernier effet possible, vous pouvez défausser une carte de votre main pour obliger votre adversaire à défausser une carte de la sienne. Donc imaginons que vous avez déjà pendant la partie un sacré card advantage, par exemple vous avez 5 cartes en main, votre adversaire n'en a plus que 2 ou 3, mais vous pouvez tout à fait vous permettre de retirer une carte de votre main pour obliger votre adversaire à encore plus limiter le nombre de cartes qu'il a dans sa main. Ça va vraiment très bien dans la stratégie des fausses. Petite astuce personnelle que je tiens à donner avec Podamron, c'est que c'est une unité tellement dangereuse que votre adversaire va généralement tout faire pour s'en débarrasser le plus vite possible. Et donc personnellement, quand je joue un deck avec Podamron, j'ai tendance régulièrement, si mon adversaire commence à avoir un peu trop le contrôle du terrain, à jouer Podamron comme si c'était une sentinelle. C'est-à-dire que je mets Podamron sur le terrain et mon adversaire va très souvent se sentir obligé d'aller cracher ses unités dedans pour s'en débarrasser. C'est un coup qui fonctionne vraiment très souvent et c'est normal parce que votre adversaire ne peut souvent pas se permettre de le laisser là et donc ça permet de gagner du temps et de s'en servir un peu comme d'une sentinelle. Je ne vous garantis pas que ça fonctionnera à chaque fois, mais très régulièrement c'est un coup que j'aime bien jouer. Mais parlons justement d'une vraie sentinelle par contre avec Obi-Wan Kenobi, encore une sentinelle qui est vraiment excellente, alors qu'ici dans son deck n'est qu'en un seul exemplaire. Personnellement je l'aurais peut-être mis en 2 exemplaires. Donc c'est une unité qui a 4 puissance, 6 de points de vie, qui a sentinelle, donc qui va pouvoir bloquer les attaques terrestres de votre adversaire et généralement survivre relativement longtemps. Autre effet très intéressant, c'est que lorsque Obi-Wan Kenobi meurt, vous allez pouvoir donner 2 jetons expérience à une de vos unités. Et si l'unité choisie est une unité force, et vous en avez beaucoup comme on l'a déjà dit tout à l'heure, vous allez pouvoir piocher une carte supplémentaire. Donc à nouveau, ça va alimenter les possibilités de pioche que vous allez avoir avec ce deck. Donc ça rentre extrêmement bien dans la stratégie du deck. Pourquoi le joueur ici ne la joue qu'en un seul exemplaire? Et il a complètement raison là-dessus, c'est que la méta actuelle va avoir tendance à très souvent renvoyer des cartes dans la main, notamment avec le Han Solo double jaune. Queen Lan aussi potentiellement va jouer des guet-apens. Il y a aussi tous les decks infamie jaunes qui vont tendance à avoir des cartes pour bouncer justement vos unités. Et donc lorsque vous jouez, vous avez l'initiative, vous jouez un Obi-Wan
en utilisant toutes vos ressources et que votre adversaire pour très peu de ressources vous le renvoie en main, ben vous avez joué un tour dans le vide absolument pour rien. Donc forcément c'est une carte qui peut être à double tranchant dans la méta actuelle. Malgré tout, je trouve que c'est une très très bonne carte dans ce type de deck et personnellement je l'aurais peut-être mis en x2. Et enfin nous avons le Razor Crest. Alors le Razor Crest dans ce deck n'est pas forcément joué à proprement parler comme une unité. Alors bien sûr, vous la jouez cette unité, donc vous la jouez comme une unité, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est surtout une carte qui va vous permettre, lorsque vous la jouez, d'aller récupérer dans votre défausse une amélioration. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs améliorations extrêmement utiles dans ce deck, notamment une amélioration de contrôle qui est devenue indispensable dans la méta actuelle. Donc le Razor Crest, une fois que vous le jouez, vous allez pouvoir récupérer à nouveau des cartes dans votre main. Et en plus, vous avez un vaisseau très intéressant sur le terrain qui a récupération 2, qui a des statistiques intéressantes, bien qu'un petit peu faible pour une unité qui coûte 4 ressources. Mais malgré tout, son effet une fois joué est un indispensable dans ce deck. Et j'en viens aux unités de fin de partie avec à nouveau tout simplement deux des meilleures unités du jeu. La première étant 3 exemplaires de Luke Skywalker, unité exceptionnelle. Elle a 6 d'attaque, 7 de points de vie, elle va survivre à énormément d'assauts de l'adversaire. En plus de ça, lorsqu'elle attaque, elle a récupération 3. Donc vous soignez 3 dégâts de votre base. Très souvent, lorsque Luke Skywalker arrive sur le terrain, c'est souvent le point de pivot de la game où vous allez commencer à soigner plus de dégâts de votre base que ce que votre adversaire arrive à vous en infliger. Donc Luke, c'est une excellente carte que votre adversaire va devoir absolument gérer. Mais en plus de ça, son effet est exceptionnel. Tout simplement, lorsque vous jouez Luke Skywalker, vous pouvez directement donner moins 3 d'attaque et moins 3 points de vie à une unité de l'adversaire pour la durée de la phase. Donc potentiellement achever une unité de l'adversaire pour lequel il restait 3 points de vie ou moins. Mais surtout, si vous avez déjà perdu une de vos unités pendant cette phase, et c'est quelque chose que vous pouvez facilement provoquer vous-même si nécessaire, vous pouvez, lorsque vous jouez Luke, donner moins 6 d'attaque, moins 6 points de vie à une unité de l'adversaire et donc éliminer directement une unité encore plus imposante qu'avec un -3 tout simplement. Et enfin vous avez le Dragon Crate, encore une des meilleures cartes du jeu, c'est une de mes préférées personnellement. Elle a 10 d'attaque, 10 de points de vie, elle a débordement, donc c'est à dire qu'elle ne craint absolument pas les sentinelles. Lorsque vous allez attaquer une sentinelle avec, vous allez la tuer parce que vous avez 10 d'attaque tout simplement, mais en plus tous les points de vie, tous les points de dégâts supplémentaires, vous allez les mettre directement dans la base. Mais surtout, son effet est hyper fort parce que c'est un verrouilleur de main, le Dragon Crate. Pourquoi? Parce que lorsque le Dragon Crate est sur le terrain, chaque carte que votre adversaire va jouer, tant que le Dragon Crate est présent, et je dis bien chaque carte, donc ce n'est pas limité à une fois par tour, chaque carte qu'il va jouer, vous allez pouvoir infliger soit à sa base, soit à une unité terrestre, le coût de la carte qu'il vient de jouer en dégâts. Donc imaginons votre adversaire joue une carte qui coûte 3, vous allez pouvoir infliger 3 dégâts à une unité terrestre ou 3 dégâts à la base et potentiellement, vu qu'on est déjà sur la fin de partie, détruire tout simplement la base de l'adversaire. Donc le fait que le Dragon Crate soit là va obliger votre adversaire à essayer de le gérer en utilisant le moins de ressources possible parce que potentiellement il risque de se tuer lui-même à ce stade du jeu. Donc carte exceptionnelle, personnellement je l'aurais joué en x2. Avec un troisième en side deck. Ici le joueur préfère la jouer en x1 dans le main et en avoir un deuxième en side deck. Ça c'est à vous de voir, mais c'est une carte tellement impactante que elle va vraiment changer la donne dans la plupart des games, sauf face aux decks les plus agressifs qui vont essayer de terminer la partie bien avant 9 ressources. Mais dans beaucoup de situations, c'est une carte qui va vraiment vous sauver la mise. Ok, je vais vous parler maintenant des événements, à commencer par celui que je vous ai teasé pas mal de fois. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous l'aviez déjà deviné, il s'agit de Projection de Force. C'est une carte qui va avoir deux intérêts. Le premier, c'est favoriser votre carte d'advantage en forçant votre adversaire à défausser une carte de sa main. Donc lorsque vous jouez Projection de Force, vous choisissez un des joueurs, donc lui ou vous. Ce joueur doit défausser une carte de sa main. Et ensuite, si vous possédez sur votre terrain une unité qui a le trait force, et vous en avez énormément, vous avez Yoda, vous avez Kanan, vous avez votre leader Anakin, vous avez Obi-Wan, vous avez Luke. Donc si vous possédez une de ces unités sur votre terrain, le coût de la carte défaussée, vous pouvez l'infliger directement en dégâts à une unité de l'adversaire. La plupart du temps, c'est une carte que vous allez jouer
en forçant votre adversaire à défausser une carte. Et donc vous allez infliger le coût de cette carte en dégâts à une des unités de votre adversaire. Le problème c'est que si vous désignez votre adversaire, vous n'avez pas un contrôle sur le nombre de dégâts que vous allez faire. Donc dans certains cas, je dis bien dans certains cas, mais c'est pas la majorité, vous allez vous défausser vous-même d'une carte pour éliminer volontairement une unité de l'adversaire. Imaginons votre adversaire possède un Avenger. C'est un vaisseau qui met énormément de pression sur le terrain avec 8 points de vie notamment. Mais vous pouvez très bien, si vous possédez une unité forte sur le terrain, jouer projection de force sur vous-même, défausser par exemple un Dragon Crate et instantanément l'Avenger va mourir. Donc c'est une carte qui peut être utilisée autant sur votre adversaire pour limiter sa main tout en faisant des dégâts sur ses unités, que sur vous-même si vraiment vous voulez vous débarrasser d'une unité beaucoup trop impactante du côté de votre adversaire. Toujours par rapport aux cartes d'advantage, vous avez pillage. Lorsque vous jouez pillage pour 4, votre adversaire doit instantanément défausser 2 cartes de sa main. C'est une carte hyper intéressante à jouer quand votre adversaire justement n'a plus que 2 cartes en main. Vous la jouez et vous bloquez dans la majorité des cas complètement le tour de l'adversaire, sauf s'il possède justement des contrebandes qui peuvent l'aider, mais dans beaucoup de cas vous allez pouvoir jouer ça et empêcher votre adversaire de jouer son tour tout simplement, en plus de vous débarrasser d'unités qui pouvaient être potentiellement problématiques pour la suite de la partie, tout simplement l'empêchant de les jouer grâce à ça. Et enfin vous avez 3 petits événements de contrôle. Alors ce joueur a décidé de jouer très peu justement d'événements de contrôle. Il préfère contrôler le terrain via ses unités et l'action d'Anakin. Donc ici vous avez 3 événements qui sont particulièrement utiles face aux unités fortes et impactantes de l'adversaire. Vous avez 2 abattre le dragon qui vous permet d'éliminer une unité non leader de puissance 5 ou plus. Donc un Dragon Crate par exemple, un Avenger, un Devastator, toutes des grosses unités qui vous posent problème, vous pouvez vous en débarrasser avec abattre le dragon. Même des unités un peu plus mid-game comme un pot d'Amron ou des choses comme ça, vous pouvez vous en débarrasser avec cette carte là. Personnellement, c'est vraiment très personnel, je préfère la carte Triompher qui coûte une ressource de plus mais qui vous permet d'éliminer n'importe quelle unité non leader. Je préfère personnellement Triompher parce que la méta joue énormément autour de la carte Raider Impitoyable. C'est une carte qu'on voit énormément et c'est une carte qui n'a que 4 points de puissance, donc forcément abattre le dragon ne permet pas de tuer un Raider Impitoyable. Donc personnellement je préfère payer une petite ressource de plus mais avoir la possibilité de détruire n'importe quoi. Mais ça c'est une question de point de vue, c'est une question de choix et d'affinité justement avec le gameplay, avec ce genre de carte. Et enfin vous avez la chute du rival qui vous pour 6 vous permet d'éliminer absolument n'importe quelle unité du terrain, même le leader. À mon sens c'est normal de la mettre qu'en un seul exemplaire. C'est une carte un peu plus situationnelle parce qu'elle coûte quand même énormément de ressources, mais en plus de tuer le leader vous pouvez tout à fait tuer une unité très impactante en fin de partie grâce à cette carte. Et je vais terminer la présentation du main deck par les améliorations. Donc il y en a 2 différentes. Tout d'abord, une des meilleures améliorations qui a été ajoutée au jeu avec ce set 3, c'est Fâcheuse Posture, qui est une amélioration de pur contrôle qui est extrêmement intéressante. Lorsque vous jouez Fâcheuse Posture sur une unité de l'adversaire, vous n'allez jamais le faire sur vous-même, vous allez pouvoir incliner directement l'unité que vous attachez. Et en plus donner moins 2 d'attaque et moins 2 points de vie à cette unité. Donc d'un côté vous allez potentiellement tuer une unité directement, c'est très fort contre un Lurking TIE Phantom dont je parlais tout à l'heure, dont il est très difficile de se débarrasser, mais une amélioration ça fonctionne sur lui, enfin cette amélioration là en tout cas elle fonctionne bien sur lui, mais vous pouvez aussi tout simplement affaiblir une unité de l'adversaire, notamment son leader, pour pouvoir la trade un peu plus facilement plus tard en limitant justement les dégâts que vous allez vous prendre sur vous. Donc Fâcheuse Posture c'est une carte essentielle au deck, elle est extrêmement forte et c'est justement la carte que vous allez souvent vouloir récupérer en jouant le Razor Crest. Donc je vous disais c'est un vaisseau qui vous permet lorsque vous le jouez d'aller récupérer une amélioration de votre défausse, mais très souvent c'est Fâcheuse Posture que vous allez vouloir récupérer. Et ensuite une amélioration un peu plus agressive avec le sabre laser Jedi. Donc c'est une amélioration que vous allez jouer sur une de vos unités pour lui donner plus 3 d'attaque et plus 3 points de vie. Donc ça booste très fortement ses stats. Mais en plus si votre unité est force, et vous avez beaucoup d'unités force dans le deck comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque l'unité attaque une autre unité de l'adversaire, l'unité de l'adversaire a moins 2 d'attaque et moins de points de vie
pour cette attaque. Donc votre unité à vous va se prendre infiniment moins de dégâts justement lorsque vous allez attaquer grâce au sable laser Jedi, et même potentiellement vous allez pouvoir faire un trade direct en utilisant cet effet pour tuer quasiment gratuitement une unité qui n'a déjà plus que 2 points de vie. Donc Sable Laser Jedi, c'est une très bonne carte, bien qu'un peu lente. Ça c'est le propre de la plupart des améliorations du jeu. Vous pouvez également, si vous préférez quelque chose, une carte similaire un peu plus rapide, jouer La Force est avec moi. C'est une carte qui coûte 4 ressources, et lorsque vous la jouez, vous pouvez attaquer directement avec une unité de votre choix en lui donnant 2 points d'expérience. Donc ce n'est pas rien, 2 jetons d'expérience. Et en plus de ça, si vous possédez une unité forte sur le terrain, vous pouvez donner un jeton bouclier à l'unité que vous avez choisie. Donc c'est une autre carte qui a un événement, cette fois pas une amélioration, mais qui est assez similaire au Sable Laser Jedi dans l'idée. Un peu plus rapide, mais coûte un peu plus. Voilà, ça c'est une question d'affinité, de feeling que vous avez avec les cartes. Personnellement, je préfère le Sabre Laser Jedi, mais La Force est avec moi est aussi très intéressante à jouer. Et bien entendu, qui dit compétition dit side deck. C'est important justement d'avoir quelques solutions supplémentaires sur le côté pour pouvoir faire face aux match-up les plus problématiques. Dans ce side deck, vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui sont déjà dans le main deck et qui ont été ajoutées justement en exemplaires supplémentaires. Vous avez K2SO, Tech et le Dragon Crate dont je parlais tout à l'heure. Je vous avais dit, pour moi, c'est peut-être des cartes que j'aurais ajoutées directement dans le main deck. Mais voilà, elles sont prévues justement en side deck en cas de besoin. Vous avez un Razor Crest supplémentaire qui vous permet à nouveau d'aller chercher donc une fâcheuse posture ou une autre amélioration qui n'est présente que dans le side deck, qui est cible prioritaire. Je vais la présenter tout de suite tant qu'on y est. Cible prioritaire, donc c'est une prime que vous allez ajouter à une unité de l'adversaire, et lorsque vous tuez cette unité, vous allez pouvoir soigner 4 points de dégâts de votre base ou d'une de vos unités. Et si l'unité adverse que vous venez d'éliminer était unique, et il y en a énormément dans la méta actuelle, vous allez pouvoir soigner 6 dégâts plutôt que 4. Donc c'est une très bonne carte face au deck extrêmement agressif pour vous soigner de beaucoup de dégâts de votre base en une seule fois. Et le Razor Crest va justement vous permettre de rejouer plusieurs fois cible prioritaire en allant les rechercher dans votre défausse. D'autant que cible prioritaire est une carte qui coûte très peu, avec seulement un coup en ressources. Ensuite vous avez la chute du rival, donc une chute du rival supplémentaire si vraiment vous faites face à un leader très problématique. Ça peut être très intéressant face à un Chirrut par exemple. Alors on en rencontre assez peu actuellement dans la méta, mais c'est un leader qui peut très rapidement devenir incontrôlable de par son effet, parce que Chirrut va survivre justement pendant toute une phase. Même si ses points de vie arrivent à 0, il va survivre pendant tout le restant de la phase, et donc votre adversaire va potentiellement pouvoir s'arranger pour le soigner avant qu'il meure en fin de phase, en lui mettant notamment des améliorations supplémentaires pour augmenter ses points de vie, en utilisant des cartes de soins. Et donc c'est un leader qui peut vite devenir incontrôlable avec énormément d'améliorations sur lui. Donc une chute du rival peut être extrêmement intéressante face à ce genre de match-up, ou face à d'autres leaders qui sont trop impactants, comme un autre Anakin, un Cat Bane ou des choses comme ça. Vous pouvez également tout simplement la rentrer en main deck si votre joueur, si le joueur adverse joue de grosses unités comme Avenger, Devastator, des Dragon Crate ou des choses comme ça. Vous pouvez tout à fait utiliser une chute du rival supplémentaire dans votre deck pour pouvoir vous défaire de ce genre de problème. Vous avez un Sable Laser Jedi supplémentaire, on en a parlé. Et enfin, Confiscation, qui est une carte qui ne se trouve pas dans le main deck et qui vous permet pour un coup de 1 seulement d'éliminer une amélioration de votre choix. Donc ça peut être une prime qui a été posée sur une de vos unités, ça peut être un Sable Laser sur une carte de l'adversaire, sur une unité de l'adversaire. C'est une carte qui peut vraiment être intéressante, notamment face au deck Bossk, qui vont jouer énormément les primes. Dans ce deck, vous pourriez très bien également jouer le Chasseur Fang de neutralisation. Donc c'est un vaisseau qui coûte 3, qui a des stats de 3 de puissance et 2 points de vie. Et lorsque vous le jouez, vous pouvez détruire instantanément une amélioration. Confiscation a l'intérêt de coûter peu cher et de surprendre l'adversaire, parce que souvent le Chasseur Fang est attendu dans ce genre de match-up. Ici, Confiscation, la plupart du temps l'adversaire ne va pas forcément s'attendre à ce que cette dernière petite ressource que vous avez serve à éliminer une amélioration. Donc voilà, ça se discute. Personnellement je préfère le Chasseur Fang malgré tout, parce qu'il va quand même rester sur le terrain et mettre une pression pour le reste de la game. Maintenant voilà, Confiscation est très bien également. Et pour terminer, je vais passer à un petit récap
des match-ups que ce joueur a affronté justement lors du Planetary. Je vous laisse visuellement ici l'ensemble de son deck et de son side deck, comme ça vous pouvez avoir une idée vraiment globale pendant que je vous parle des différents match-ups. Alors laissez-moi les prendre. Voilà, alors donc pendant ce Planetary, tout d'abord il y avait une phase de qualification en ronde suisse de 7 matchs. Donc chacun de nous avons joué 7 matchs. Et donc dans le cas de ce joueur-ci, ce qui est très impressionnant, c'est que sur les 7 matchs qu'il a fait en ronde suisse pour les qualifications du top 8, 5 des adversaires qu'il a affrontés ont terminé dans le top 8. C'est extrêmement impressionnant. Tout simplement parce que, vous allez le voir, je vais vous donner les détails juste après, le joueur n'a pas perdu un seul de ses matchs en ronde suisse. Et quand je dis un seul de ses matchs, il n'a pas perdu un seul round. Il a gagné absolument tous les matchs qu'il a fait pendant sa ronde suisse. C'est extrêmement impressionnant. D'autant plus que, comme je viens de vous le dire, il n'est pas tombé du tout sur des mauvais joueurs. Il est tombé sur énormément de joueurs qui sont allés jusqu'au top 8. Alors évidemment, plus vous allez loin dans les rondes suisses, plus vous allez affronter des joueurs forts, donc c'est normal entre guillemets sur la fin des rondes suisses, mais sur le début pas forcément, et malgré tout il est tombé sur des joueurs qui ont réussi à aller très loin dans la compétition, et malgré tout il n'a pas perdu une seule manche pendant ces rondes suisses. Alors il a affronté tout d'abord une Sabine ECL pour laquelle il a mis 2-0, ensuite un Anne double jaune. Anne double jaune. Si vous avez vu notre notre retour sur les Planetary, vous avez vu certainement il y a quelques jours que le Anne double jaune est devenu un deck extrêmement méta, extrêmement représenté, qu'on voit énormément en top 8 et qui arrive régulièrement à finir top 1. Donc le Anne double jaune, c'est vraiment un deck à suivre qui vient à mon sens finalement remplacer le Boba Fett double jaune qui a été banni depuis. Donc le double jaune, on voit que c'est vraiment un combo qui fonctionne extrêmement bien. Et bien malgré tout ici, notre ami a réussi à mettre 2-0 à ce Han double jaune. Et vous allez voir, ce n'est pas le seul qu'il a affronté. Il a ensuite affronté, et ça c'est très particulier, un Kylo Ren Tarkin Town. Kylo Ren Tarkin Town qui est souvent un deck, c'est un deck très agressif mais qui est plus listé comme un deck un peu plus fun généralement. C'est pas forcément un leader qu'on voit énormément dans les compétitions de haut niveau comme ça. Malgré tout, ce Kylo Ren Tarkin Town, je spoil un petit peu, a réussi à atteindre le top 8, mais surtout à atteindre la finale. Et donc à la fois je suis très impressionné par le joueur Anakin ici, mais je suis presque plus impressionné de voir un Kylo Ren Tarkin Town réussir à aller aussi loin dans la compétition. Même si c'est un deck extrêmement agressif, c'est un deck qui est généralement très facile à contrer parce qu'on ces unités sont souvent très fragiles. On peut facilement le bloquer, notamment avec des decks Django qui vont le ralentir, et également avec la méta qui est très orientée vers les pings qui vont pouvoir donc facilement tuer les unités très fragiles du Kylo. Mais il a été joué d'une main de maître par ce joueur, et donc vraiment bravo à lui, je tiens déjà à le féliciter. Alors je n'ai pas encore parlé de la phase de finale. Bref, quoi qu'il en soit, le joueur du Anakin l'a déjà rencontré pendant les phases de ronde suisse et lui a mis à nouveau un 2-0. Hein, je vous l'ai dit, ce n'est que des 2-0 pour le coup pendant les rondes suisses. Ensuite, une autre Sabine ECL, assez classique. Un Queenland Tarkin Town, on en voit aussi énormément, qui a réussi à se qualifier en top 8. Et justement, ce joueur du Anakin l'a rencontré à nouveau en quart de finale. Un Palpatine du 7-1 en jaune. Un autre Han double jaune qui a également, je crois, atteint le top 8 justement. Et donc tous ces matchs, ce sont ceux qu'il a fait en ronde suisse pour finalement se qualifier dans le top 8. Et donc ce ne sont que des victoires à 2-0. Donc c'est impressionnant à quel point le joueur de cet Anakin maîtrise son deck et maîtrise la méta, parce qu'il visiblement il a su exactement s'adapter à tous les match-ups qu'il avait en face de lui. Donc vraiment bravo à lui, c'est très impressionnant. Je vais passer maintenant au résultat du top 8. Alors c'est bonne nouvelle, c'est un top 8 que vous pouvez voir directement sur notre chaîne secondaire parce qu'il a été filmé en live durant
durant l'événement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil justement à notre chaîne secondaire, on mettra le lien dans la description. Et donc c'est un Queenland Tarkintown, celui qu'il avait déjà rencontré pendant les rondes suisses. Le Queenland cette fois a réussi à lui prendre une petite round parce que la victoire a été 2-1. Donc à nouveau n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce match qui était très très intéressant à voir. Ensuite en top 4, Anne double jaune, le retour du Anne double jaune. Avec à nouveau un 2-1, donc cette fois Anne a su se défendre un petit peu mieux en volant une petite victoire face au Anakin, mais ça n'a pas suffi. Anakin a réussi malgré tout à lui mettre 2 matchs dans la vue et à remporter son accès vers la finale. Et en finale, contre toute attente, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je l'ai déjà spoilé, mais cette finale s'est donnée entre le Anakin Vigilance et le Kylo Ren Tarkintown. Donc vraiment un immense bravo aux deux joueurs, un immense bravo à Anakin d'avoir eu un parcours presque aussi parfait, parce que finalement il s'est juste pris 2 petites manches dans la vue, mais c'est tout, tout le reste du temps il a gagné. Spoiler, face au Kylo Tarkintown il lui a mis à nouveau un 2-0. C'est une vidéo que vous pouvez justement aller également revoir sur la chaîne secondaire si vous voulez voir la finale de ce Planetary. Mais aussi un immense bravo au Kylo Ren Tarkintown d'avoir réussi avec un deck comme celui-là à aller aussi haut. Si vous regardez justement nos vidéos sur la chaîne secondaire, vous allez voir à quel point il joue bien son Kylo Ren. À quel point il maîtrise son deck, à quel point il a su s'adapter justement aux adversaires qui lui faisaient face alors qu'il n'avait pas forcément toujours des match-ups favorables. Donc vraiment un grand bravo à ces deux joueurs et évidemment la petite coupe, les cartes sur table est donnée à cet Anakin Vigilance. Merci à lui, merci également à lui pour le petit entretien que j'ai pu avoir avec lui avant le tournage de cette vidéo, qui a pu m'expliquer les subtilités de son deck, la manière dont il l'a réfléchi, la manière dont il l'a joué, et qui a pu également me donner tout le détail des matchs pendant ce Planetary. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à tester le deck si vous a intéressé. C'est vraiment un deck très intéressant à jouer. Faites des petits ajustements selon vos goûts, selon vos préférences. Voilà, je vous ai donné mes préférences. D'autres petits tips que j'ajouterai éventuellement, n'hésitez pas si vous voulez survivre un peu plus longtemps face au deck très agressif, peut-être à rentrer dans votre side deck ou dans votre main deck une petite unité rédemption qui vous permet de vous soigner de beaucoup de dégâts de votre base ou de vos unités d'un seul coup lorsque vous la jouez. Voilà, je vous laisse faire votre petite création personnelle autour de ce deck et à le tester surtout. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à très très vite sur la chaîne des cartes sur table. Ciao, c'était Anto, merci.